présente, Cyril Karimnian. Je suis expert IT au sein de Orange Business Sénégal. Donc, on charge de l'architecture, de la mise en place des solutions IT, cloud. Et également, j'interviens sur la partie, tout ce qui est DR as a service et plan de reprise d'activité également. Donc, Saloum, vas-y. Très bien, merci, merci Cyril. Le bonjour à tous et très ravi de vous retrouver en fait donc, sur cette deuxième journée de la journée du cloud. Donc voilà, hier j'ai eu à participer à un panel donc, qui était très intéressant donc, et toujours dans cette lancée. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de sujets intéressants. Donc, pour revenir rapidement sur moi, donc moi, je suis senior manager chez Orange Business Sénégal, donc, qui est la filiale business de Sonatel, donc, qui s'occupe d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, donc de manière globale. Quoi. Donc, il y a plusieurs volets, voilà, Cyril en a parlé, le cloud, la cybersécurité, le network, etc. Et donc voilà, on est là pour vous parler un peu de ce qu'on fait sur notre cloud et comment on le rend résilient. Donc la panoplie d'offres en fait, donc, qu'on a pour permettre voilà, aux grandes entreprises de pouvoir assurer une reprise d'activité comme il se doit. Quoi. Donc voilà, sans plus tarder, Cyril, je propose voilà, donc on y aille. Déjà un petit rappel hein, donc, sur ce qu'on fait, parce que effectivement, en général, c'est vrai que historiquement, les gens nous connaissent traditionnellement sur la partie telco. Mais comme je le rappelais, en fait, donc OBS est vraiment la filiale Sonatel qui s'occupe de toute la partie intégration et transformation numérique de manière globale. Alors, qui sommes-nous en fait? On est un peu l'entité du groupe qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Et c'est une équipe de plus de 300 experts passionnés à votre service. Et les enjeux de nos clients mais, sont vraiment au cœur de notre business. Et voilà, on a beaucoup d'expertise. Le premier, il est très important parce qu'aujourd'hui, on a une double casquette. On est opérateur et en plus intégrateur de solutions, ce qui nous permet aujourd'hui donc d'avoir une offre, la possibilité en tout cas de vous offrir des solutions end-to-end donc, et packagées. Ça veut dire qu'on peut apporter les services, donc apporter l'expertise qui va bien, mais aussi la connectivité et les assets qui sont vraiment voilà, donc la base de tout. Donc c'est plus de 300 experts, un savoir-faire qui est reconnu sur tous les domaines du numérique et vraiment focus client qui est vraiment au cœur de notre stratégie. Slide, Cyril. Voilà, donc en quelques chiffres, hein, OBS aujourd'hui, c'est plus de 6000 clients entreprises au Sénégal et dans la sous-région. Il faut savoir qu'on a un footprint qui dépasse le Sénégal, donc qui va donc au niveau des filiales que nous avons notamment dans la sous-région, au Mali, les deux Guinées, voilà, donc, et même en Sierra Leone, où on a des clients en fait donc dans toute cette partie de l'Afrique. Sur le Sénégal, on a un maillage network donc, de plus de 6500 km de fibres optiques. On a un centre en fait donc de support dédié donc à nos clients qui fait de 7 jours sur 7, donc de 8 à 20 heures. On a aujourd'hui des assets, donc notamment le data center que vous entendez au niveau de FUSC, qui est un data center de dernière génération et qui est même répliqué au niveau de la Médina, donc qui offre aujourd'hui un asset digne de ce nom qui permet d'avoir une résilience, donc une disponibilité aux standards internationaux et sur lequel on a construit un ensemble d'offres. Et comme je le rappelais, notre force réside dans cette double casquette, donc où on est opérateur, donc capable aujourd'hui de gérer les assets, donc le data center, mais aussi toute la partie connectivité, donc de nous assurer que vous avez toute la latence qu'il vous faut, et aussi voilà donc la partie service qui va bien. Slide, Cyril. Alors,
juste un petit rappel, en fait, donc, sur pourquoi, voilà, donc la nécessité aujourd'hui d'avoir du cloud, et notamment du cloud souverain, un peu dans nos contrées. C'est un peu dans l'air du temps, hein. Donc, voilà, si on regarde même de manière voilà, mondiale, hein, un peu au niveau de la géopolitique actuelle, c'est un peu dans l'air du temps. Donc, sur la particularité du Sénégal, donc, on le voit avec les ambitions du nouveau gouvernement, avec le gros programme qui est le New Deal technologique, donc, où on sent qu'il y a une ambition donc, très poussée, donc de vouloir pousser un peu tout ce qui est souveraineté numérique. Alors, il faut savoir que chez nous, c'est vraiment une aventure qui a démarré il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et à l'époque, voilà, on le voyait, hein, donc c'était à peu près disons, quatre points en fait qui nous semblaient pertinents et pour lesquels en fait donc on a décidé de se positionner très rapidement là-dessus. Le premier point, c'était vraiment la concurrence de tout ce qui est managed services opérateurs. Donc les opérateurs telco, hein, donc on l'entend occuper une part de marché conséquente dans les data centers, mais de manière externalisée. Or, en fait, donc, le besoin des clients à l'époque donc, évoluait de plus en plus, donc d'où l'ambition de mettre voilà, rapidement sur place donc, des assets capables de gérer nos propres services, mais aussi celui de nos futurs clients. Donc, on avait aussi à l'époque une demande de plus en plus importante de cloud public, donc notamment les entreprises qui innovent beaucoup, mais qui n'avaient rien en fait donc, dans la sous-région en termes de propositions. Et on constatait aussi donc, un ciblage insuffisant donc, de toute la partie vraiment petites et moyennes entreprises donc, et des CO. À l'époque, hein, donc, les premières offres, voilà, ils adressaient vraiment les grandes entreprises et peu les PME, PMI. Et puis, voilà, donc la dernière partie, elle est plutôt réglementaire. Donc, voilà, on voyait qu'il y avait un peu plus de réglementation qui poussait certains acteurs du système à stocker les données, on le parle notamment dans le secteur bancaire, voilà, avec la BCAO dans notre zone qui est très exigeant là-dessus. Et donc, on voyait vraiment à ce stade-là l'opportunité d'aller sur ce type de business. Slide. Et les enjeux pour nous, donc dès le départ, c'était sur 3 points. Donc voilà, le premier point, c'était d'exister dans le cloud. Donc c'est vraiment pouvoir aujourd'hui avoir une offre de valeur et accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Le deuxième point, c'était la partie souveraineté des données, donc qui permettait, comme je le disais, de se conformer à tout ce qui est réglementation exigée par certains acteurs, et puis de pouvoir aujourd'hui aider à l'accélération de l'innovation par des offres innovantes. Et le troisième point, parce qu'il est très important, parce qu'on ne peut pas parler de cloud, de machin, etc., sans pour autant parler de sécurité des données, parce que c'est le premier frein en général, en plus peut-être des aspects network où les clients sont un peu réticents donc à confier leurs données à un tiers. Et sur ces aspects-là, on a mis en place donc dès le début avec les offres qu'on a lancées sur le marché depuis plus de 10 ans, donc un SOC, donc un Security Operations Center qui est fonctionnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui surveille l'ensemble des services que nous mettons à disposition donc, de nos clients, capables de faire du prédictif, voilà, donc de l'analyse temps réel et puis d'alerter nos clients à temps et puis surtout, ce qui est important, de prendre les actions de rémédiation nécessaires donc avec eux pour pallier voilà, à toutes sortes d'éventualités. Slide Cyril, bon j'accélère un peu, hein, donc voilà, donc là on a une vue, hein. Après Cyril rentrera peut-être un peu dans les détails sur l'aspect qui nous intéresse aujourd'hui, mais bon, juste pour vous donner une vue globale. Aujourd'hui, en plus des assets que nous avons sur lesquels voilà, on a construit l'ensemble de nos offres, euh, basiquement, en fait, nous faisons de la colocation donc sur nos data centers. Colocation, ça veut dire que vous venez prendre un certain nombre de baies, donc ou juste des unités, donc voilà, un certain nombre d'emplacements où vous pouvez venir raquer vos serveurs. Ça, c'est de la colocation, donc vous pouvez prendre une baie, une demi-baie, accompagnée avec tout ce qui est geste de proximité. On offre aussi des solutions SaaS, donc avec toute la partie hosting pro, donc de serveurs web, voilà, donc toute la panoplie d'applications autour de la partie e-business, donc ça englobe un peu de la messagerie,
etc., et qui permet aux entreprises de pouvoir mieux collaborer. Et comme je disais hier, récemment, avec même un partenariat qu'on a eu, donc une application qui permet, par exemple, en mode SaaS, donc de gérer la comptabilité au niveau de certains e-commerçants, notamment les boutiquiers, voilà, et l'écosystème un peu digital, mais plus ou moins informel, quoi. Et du IaaS, basiquement, hein, donc du IaaS, donc de l'infrastructure as a services, sur lequel nous proposons en fait donc des serveurs virtuels, l'équivalent de C2 chez AWS, pour ceux qui connaissent. Donc des data centers virtuels qui est voilà, donc un ensemble de ressources. Donc pour faire la corrélation, c'est peut-être l'équivalent d'un VPC, parce que c'est cloisonné, on a une disponibilité de toute la partie compute. Et à côté de ces offres-là, on met en accent tous nos offres qui gèrent la partie résilience, notamment tout ce qui est offre de backup as a services et cloud recovery, dont Cyril parlera plus tard. Et je finirai là-dessus. Hein. Donc récemment, voilà, donc on a eu aussi un partenariat qui est quelque chose d'assez nouveau et innovant dans la zone. Donc voilà, un partenariat avec AWS qui nous a permis aujourd'hui de proposer en local la force de calcul de AWS, qui est le premier hyperscaler au niveau mondial, donc avec notre force, nous, en tant qu'opérateur et disposant d'assets locaux. Donc voilà, on a une Wavelength aujourd'hui qui est disponible à Dakar sur le marché pour vous, donc pour nos clients, grands comptes, PME, PMI. Slide. Alors, voilà, donc on est vraiment, nous, un partenaire de confiance. Hein, donc, voilà, et comme je le disais, connectivité, professionnel services, capable de vous accompagner sur votre transformation digitale en mettant en disposition donc, les experts qu'il vous faut. Du IaaS, donc j'en ai parlé, et toute la panoplie d'offres backup as a services, et voilà, donc DARE as a services qui permet de vous garantir une bonne reprise d'activité. Donc voilà, Cyril parlera peut-être plus en profondeur du cas d'usage qui nous concerne aujourd'hui. Slide. Bon, je te laisse la main. D'accord, merci. Oui, donc comme l'a dit Saloum, hein, donc nous sommes présents sur les axes majeurs de l'intégration au niveau de l'ICT. Donc, historiquement, nous sommes bien entendu sur tout ce qui est la communication et la collaboration, donc avec les partenaires stratégiques au niveau Unify.com. Sur la partie cybersécurité également, nous avons donc des partenariats assez forts et avec Fortinet et Radware. Sur la partie Cloud IoT qui nous concerne, nous, personnellement, donc voici aujourd'hui nos différents niveaux de partenariat. Donc, on peut intégrer aujourd'hui avec vous des solutions on-premise aussi également, c'est-à-dire dans vos locaux, quels que soient les besoins et les constructeurs avec lesquels vous souhaitez, et les solutions que vous souhaitez mettre en place. Cela va de la partie, on va dire, infrastructure cloud privée à la partie sauvegarde et disaster recovery, notamment avec les solutions Vim, Veritas ou encore Zerto. Sur la partie professional services, on en a parlé, donc il y a la partie formation, une partie fleet et une partie supervision, donc avec des solutions telles que SolarWinds. Et parce qu'en plus du SOC dont on a parlé sur la partie cybersécurité, on peut faire aussi de la supervision de liaison sur les différentes connectivités dont vous disposez dans vos locaux. Et enfin, la partie Smart Building aussi, qui rejoint un peu la partie Unified.com, donc la partie réseau où on peut aujourd'hui faire tout ce qui est câblage, réseau, Wi-Fi, également offre de Wi-Fi pour vous, quelle que soit votre solution, la solution que vous souhaitez. Alors, je pense que là, on passe au cas d'usage. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter comment Sonatel offre des services à nos clients pour assurer une résilience. Donc là, dans le cas d'usage qu'on a choisi, je vais prendre le cas d'une banque, parce que Salom en a parlé tout à l'heure. La réglementation aujourd'hui impose à ce que les banques puissent disposer d'un site de secours. Donc là, on va prendre le cas d'une banque. Donc, je ne vais pas la nommer, mais je vais vous présenter un peu l'architecture qu'on avait mise en place et ensuite présenter quelques
capture d'écran de ce qu'on avait pu réaliser pour assurer son disaster recovery dans notre cloud. Donc, comme l'a rappelé Saloum, nous sommes tout d'abord un opérateur. Donc, qui dit opérateur parle forcément de connectivité. Donc, ici, nous avons un peu sur la partie nord toute la partie infrastructure data center du client, avec ses serveurs, avec ses firewalls. Et ensuite, au niveau de la partie télécom, donc on a les différents routeurs. Il avait identifié, ce client-là, 4 flux, 4 liaisons. Il bénéficiait de 4 liaisons. 2 liaisons VPN, 3 liaisons VPN, donc une qui était dédiée pour la réplication, c'est celle que vous voyez en vert. 2 qui sont en violet et en mauve, qui vont en fait vers les partenaires, tels que la Banque centrale et le GIM UMOA. Ensuite, vous avez la partie agences sur la droite, donc à l'est, qui sont interconnectés, tout ça sur le réseau MPLS. Et nous, au niveau de notre data center, la partie sud, nous avons mis en place, en fait, au niveau de notre data center à Rufisque, un VDC. Sur ce VDC-là, on avait également assuré la même connectivité donc, que le client avait souscrite. Et donc, il disposait en même temps de la même bande passante. Et avec 4 liens, bien entendu, physiquement distincts. Sur ces 4 liens-là, on a une architecture qui est un peu particulière parce qu'il souhaitait mettre à disposition 3 firewalls virtuels. Alors, comme peut-être Saloum n'en a pas parlé, moi aussi, je peux peut-être juste faire un petit retour. Notre solution IaaS, ou ici VDC, repose sur du VMware, donc du VMware vCloud Director. Et bien entendu, cette partie firewall est implémentée par la solution NSXT, donc de VMware. Donc, ce client, en fait, bénéficiait de 3 firewalls, avait souhaité mettre en place 3 firewalls, l'un pour protéger les données de la banque, l'autre pour gérer l'interconnexion avec les partenaires, et le troisième pour la connectivité Internet également. Donc, cette infrastructure-là, en fait, de connectivité a été mise en place avec le support, bien entendu, de nos équipes réseau et sécurité, afin de satisfaire à ces besoins de reprise d'activité. Pour aller plus dans le détail, en fait, là, j'ai fait un focus sur ce qui a été mis en place. Donc, nous avons mis en place au sein de son data center, ce qu'il avait fait aussi dans le cadre du projet, un refresh de son infrastructure de virtualisation basée sur VMware. Cette solution-là, en fait, reposait sur du VMware HCI. Donc, HCI pour Hyperconverged Infrastructure. C'était la solution HPE SimpliVity. Donc, sur la solution HPE SimpliVity, il était composé de 3 nœuds. Et ces 3 nœuds-là, en fait, utilisent une technologie similaire au Virtual SAN de VMware. Et donc, toutes les ressources data de stockage sont mutualisées entre les nœuds et synchronisées entre les nœuds. Donc là, on fait l'abstraction de tout ce qui est bait stockage, comme on peut l'avoir dans une architecture traditionnelle avec des ESX, des switches SAN et bien entendu une bait stockage. Là-bas aussi, on avait donc une appliance de sauvegarde, d'accord, et on avait également un robot pour faire l'externalisation, parce que ce client souhaitait mettre en place vraiment, grâce à la solution Vim, l'externalisation, enfin, on va dire la sauvegarde 3-2-1, vous connaissez, donc 3 jeux de sauvegarde sur 2 supports différents, dont une qui sera externalisée. Donc, cette sauvegarde, en fait, va être externalisée sur son robot. Au niveau de la partie VDC sur la droite, donc vous avez donc le Virtual Data Center, qui était donc un ensemble de ressources CPU, RAM et stockage. Et on avait mis en place, donc configuré la réplication. Donc, cette réplication lui permettait de pouvoir, en fait, envoyer ses serveurs critiques dans son VDC et de pouvoir les redémarrer en cas de besoin.
on avait également mis en place ce VDC-là pour des serveurs pour lesquels, en fait, ils souhaitaient mettre en place une réplication côté applicatif. Donc, il a utilisé cet environnement de secours pour les deux cas. Donc, le premier cas, c'est avec Vim Backup, donc on faisait la réplication dessus. Et le second, c'est pour mettre en place, donc, en fait, une instance, en fait, une machine virtuelle qui était automatiquement répliquée avec sa jumelle au niveau du siège, et il faisait une réplication au niveau de l'application. Alors, comment ça marche en fait? Je vais essayer de rapidement vous présenter. Donc ça, c'est l'interface Vim qu'on avait chez le client. Comment ça marche? Donc en fait, au niveau de l'interface, on va lancer effectivement la réplication, un job de réplication d'une machine virtuelle. Lorsqu'on lance ce job de réplication d'une machine virtuelle, donc après on définit les éléments. Quelque chose qui est très important et qu'offre Vim aujourd'hui, ce sont des options avancées qui vous permettent notamment pour les DR sites de pouvoir faire l'adressage automatique de vos machines virtuelles uniquement sur Windows pour le moment, pour les cas des machines Windows. Donc, ça permet en fait, si vous avez un subnet 192.168 en production, de automatiquement au moment de la reprise d'activité sur la machine dans votre site de secours, de changer son adresse IP. Et ça vous permet de gagner, bien entendu, en temps dans tout ce qui est mécanisme de RTO. Ensuite, en fait, on choisissait donc la VM. Donc là, ici, dans ce cas-là, le client, dans le cas du test, on avait mis la VM Kiamo. Bon, pour la petite histoire, le Kiamo, c'est une solution de centre de contact. Donc, je fais aussi la publicité. Enfin, disons, je parle un peu aussi de notre... On avait vu tout à l'heure, mais c'est pour vous dire que voilà, on était vraiment chez ce client pour l'accompagner de bout en bout pour mettre en place son infrastructure, qu'elle soit IT ou Unify.com. On pouvait gérer aussi des exclusions au niveau de tout ce qui est exclusion de disques à ce moment-là. Et ensuite, sur la partie host, on choisit un cloud host. D'accord? Donc, le cloud host, là, en fait, ce qui se passe, ça va venir sur le slide suivant. Donc, on a enregistré au niveau de ce client-là notre Cloud Connect. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que Cloud Service Provider pour la solution Vim, on a un Cloud Connect qui est un lien Internet disponible et qui vous permet d'accéder à votre virtual data center de type NSXT. Donc, à ce moment-là, une fois qu'on a choisi, on a le Cloud Connect et puis après, il y a la Storage Policy qui s'applique. Donc, la Storage Policy, c'est quoi? C'est en fait de dire aujourd'hui, pour ces types de VM qui vont arriver au niveau de notre cloud, elles ont on va dire, une politique de stockage parce qu'elles sont, de manière générale, elles sont configurées en RAID 1. RAID 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la VM, quand elle vient chez nous dans notre cloud, elle a automatiquement, on va dire, une copie qui est stockée. Pour la petite parenthèse, notre cloud aujourd'hui est hébergé sur un cluster VxRail, qui est aussi une solution d'hyperconvergence, donc une infrastructure hyperconvergée. Et donc, c'est cette politique-là de sauvegarde, en fait, de protection de la donnée. Donc, ça veut dire que même lorsque la VM est chez nous, déjà, en plus des mécanismes de sauvegarde que nous, on a en interne et qu'on vous offre, vous avez aussi ce mécanisme de protection de vos VM et de vos ressources quand elles sont au niveau de notre virtual data center. Donc là, ici, une fois qu'on est connecté sur la plateforme, on voit ici donc la VM. Donc là, comme je disais, il y avait d'autres VM qui étaient déjà implémentées chez le client. Donc ça, c'est la VM qui vient avec la partie réplica. D'accord? Ça, c'est l'interface, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, de notre virtual data center, donc quand vous vous connectez. Ensuite, là, sur l'interface du client, on revient sur l'interface, on va faire un test donc, de failover.
Donc, cette VM, elle est cloud, elle est de type cloud, donc c'est avec un job replication dans le cloud. Actuellement, elle est ready. Et donc, on va lancer le failover. Donc, une fois qu'il a fini le failover, en fait, là, elle devient active. Donc, elle passe à un statut actif au niveau de la console. Ce qui vous permet à ce moment-là de pouvoir voir que la VM, elle est automatiquement mise sous tension au niveau du VDC. Et avec le réadressage IP aussi, c'est fait de façon automatique. Donc, depuis la console Vim chez le client, il peut redémarrer sa VM sur le cloud et automatiquement faire le réadressage IP, encore une fois, pour les machines Windows. Et donc là, une fois qu'on se connecte sur l'interface, on arrive à voir. Donc là, on est sur l'interface du Cloud Connect, hein, dans le cloud. On arrive à voir ici que, bon, là, sur le réseau local, c'est le 10.200 qu'il avait choisi. Et on arrivait à joindre le 10.100, qui était le réseau, en fait, au niveau de son data center, au niveau on-premise. Alors là, vous me dites, c'est intéressant, effectivement, on arrive à partir du cloud, on accède à la VM, on travaille et tout, comment on revient en arrière. Donc, le retour arrière se fait de la façon suivante. Donc, vous avez deux options. Vous pouvez déjà faire le test. Alors, vous avez deux types de tests, en fait, sur une petite histoire. Il y a la possibilité de mettre en place un virtual lab qui va vous permettre de simuler effectivement votre environnement et de pouvoir attester que les réplications et les sauvegardes, notamment, sont cohérentes et fonctionnent. Mais vous avez la possibilité aussi de le faire de façon online pour voir comment ça se passe. Et à partir de là, vous avez deux options. Soit vous faites un undo failover, donc dans ce cas-là, les modifications que vous avez apportées sur la machine virtuelle seront annulées et vont être tout simplement annulées et on va revenir à l'état avant la bascule. Ou sinon, vous avez la possibilité de faire aussi le switch, le failback de production. Donc là, ça veut dire qu'on est vraiment dans le cadre d'un sinistre. Le client a choisi de basculer sur le cloud et il y a des données qui ont été modifiées. Et donc là, il y aura une synchronisation qui va se faire d'abord sur le site de production avant de rebasculer sur le site de production. Donc, ensuite, là, une fois que c'est terminé, donc là, la VM se retrouve dans un état ready et on peut relancer les jobs selon le paramétrage du schedule qui aura été défini. Je crois que voilà. Donc là, ah oui, bon, voilà, ça c'était un autre slide que j'avais mis en fait sur le choix de si vous souhaitez faire un failback de production. Mais bon, voilà, je pense que j'en ai terminé avec la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou vous voulez que je revienne sur des problèmes. Voilà, je pense que c'est bon pour moi. Salut. Des points spécifiques, quoi. Merci beaucoup, Cyril. Hein. Donc, je pense que c'était très intéressant, en tout cas, de parler de tout ce qui est résilience et comment, en fait, donc, sur un use case, voilà, donc, on a pu démontrer nos capacités donc, à permettre, par exemple, à une entreprise qui a de l'infra on-prem, donc comment il peut gérer, en fait, donc, son disaster recovery directement sur notre plateforme cloud. Donc, bien évidemment, il y a d'autres use cases, hein, donc un peu plus intéressants. Et on n'a pas que Vim, en fait, donc on a aussi d'autres mécanismes, mais effectivement, le temps imparti ne nous permet pas de tout adresser en même temps. Mais je pense à un autre service, en fait, qu'on commercialise qui s'appelle Cloud Recovery, donc avec, voilà, donc une possibilité donc d'interconnexion donc entre deux plateformes. Donc on est vraiment sur des mécanismes, on va dire donc d'hybridation. Donc que ce soit sur de l'infra qui soit hébergé en local chez vous, donc que vous soyez en fait donc chez un cloud provider. Donc on a la possibilité de combiner donc l'ensemble de nos solutions donc et les services que nous proposons pour vous permettre de gérer votre reprise d'activité. Deux, aussi donc des problématiques de souveraineté. Donc, on peut imaginer plein de use cases. Donc, un client qui est, je ne sais pas, chez un autre hyperscaler ou chez un autre provider,
donc, et avoir son DER ou son principal ici et le DER, en fait, donc chez un autre hyperscaler. Je prends l'exemple de l'hyperscaler, mais on peut remplacer l'hyperscaler par de l'infra on-premises, comme Cyril l'a précisé sur le cas justement qu'il était en train d'adresser, quoi. Donc voilà, OBS, on est là pour vous accompagner, donc day to day. Je pense que sur la présentation, Cyril est revenu en détail sur les entreprises avec lesquelles nous collaborons. Comme vous le voyez sur la cartographie, hein, donc on travaille avec tous les acteurs, que ce soit sur de l'infra, sur toutes les briques network, voilà, que ce soit du Cisco, la partie cybersécurité, voilà, que ce soit du Forti, de l'IBM, etc. Et comme je le disais, on a de l'expertise là-dessus, donc un SOC qui est disponible. Sur le cloud, partenariat très structurant, donc avec AWS, donc, que tout le monde connaît, donc avec Microsoft aussi, donc j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, on accompagne nos clients sur du Microsoft, que ce soit sur la partie professionnelle services, sur tout l'écosystème Microsoft 365. Et voilà, donc, et aussi un volet très important, donc sur de l'acculturation aussi, on est capable d'accompagner les clients. Parce qu'il y a, comme je le rappelais lors du panel, voilà, donc on est dans un secteur où les compétences évoluent très rapidement. Et il faut se mettre à jour, en fait. Donc, chaque jour, il y a de nouvelles technologies qui se mettent en place donc, et qui disruptent le marché. Et il faut être vraiment au bout du jour. Et aujourd'hui, on agit aussi donc là-dessus. Voilà, comme vous le voyez aussi, donc, on est présent sur la partie de smart building. Donc, vraiment transverse, en fait, est capable de vous accompagner sur tous ces aspects-là. Donc, voilà ce que je voulais dire en mot de conclusion. Mohamedou, je ne sais pas s'il y a des interventions ou des questions en live aussi. Hein. Donc, voilà, on se fera un plaisir d'y répondre. D'accord. Là, il y a une question qui vient d'arriver. Je la mets en live sur l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez. Ça dit, quelle plateforme utilisez-vous pour la surveillance des données de vos clients? Cyril, vas-y ou j'y vais? Pour les surveillances des données, là, vous parlez du SOC, c'est bien ça? Je sais peut-être si c'est ça. Alors, si c'est pour le SOC, en fait, on est basé sur le CIEM QRadar. On en a deux, en fait. On a le CIEM QRadar et on a également le FortiSIEM. Donc, le CIEM QRadar, aujourd'hui, c'est effectivement utilisé pour la surveillance au niveau de notre plateforme en interne, dont le cloud. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on propose aussi aux clients de surveiller leur infrastructure. Et là-bas, on est parti sur la solution FortiSIEM. FortiSIEM, bon, historiquement, on est en partenariat Forti, mais surtout aussi parce que souvent aussi chez nos clients, on propose des bundles de connexion, de connectivité packagés avec des FortiGates. Donc, on va dire qu'après, tout ce qui est intégration se fait de façon un peu plus native. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais Saloum, si tu as un complément à apporter à ce sujet-là. Donc, c'est exactement ça. Hein. Après, effectivement, avant aussi, ou en combinaison aussi avec le SOC, il y a toute la partie aussi sécurité périmétrique, quoi. Donc, en face d'Internet et de nos équipements, effectivement, on passe par une batterie d'équipements donc, qui permet voilà, donc, de faire un certain nombre d'adressages en tout cas de use case sécurité, que ce soit de l'anti-DDoS, voilà, que ce soit du firewalling, etc. Et à côté de tous ces éléments, effectivement, il y a le SOC avec les outils en fait, dont Cyril a parlé, qui permet aujourd'hui d'avoir toute cette protection-là voilà, en temps réel et day-to-day que nous fournissons à nos clients. Donc, voilà. Voilà, donc on a un complément. Donc sur ces deux plateformes-là, on a développé des use cases. Donc avec selon les cas d'usage que l'on veut, on va dire, surveiller,
Par exemple, lorsqu'on détecte en fait un comportement, par exemple, au niveau d'une transaction frauduleuse, par exemple, je prends le cas de Orange Money, à ce moment-là, on a fait un script, on a développé un script qui permet d'identifier que si quelqu'un essaye de faire telle opération pendant un laps de 5 secondes, à ce moment-là, on le remonte comme étant une alerte. Et ensuite, derrière, on prend les mesures qui s'imposent afin de pouvoir déjà contenir, si jamais on détecte que la personne tente de s'introduire, on contient l'équipement ou la plateforme sur lequel il essaye de s'introduire, et puis après, on essaye de voir en fait ce qu'il a eu à faire dessus, quoi. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. On a une autre question. Attends, je le mets en stage. C'est quels sont les avantages spécifiques du cloud de la Sonatel par rapport aux autres solutions cloud disponibles sur le marché? Ok, et en fait, c'est une question très pertinente, hein. Donc, et justement, c'est un peu, en tout cas, ce qui définit toute la stratégie aujourd'hui qu'on a autour du cloud. Donc, déjà, le premier aspect, je pense que voilà, ça, tout le monde l'a compris. Et je vois même la question qui vient après, qui parle un peu de souveraineté. Pour moi, le premier point, en fait, donc positif, c'est vraiment aujourd'hui, en tout cas sur nos contrats, c'est vraiment un cloud souverain. Le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, en fait, nous, notre accompagnement, c'est un accompagnement justement donc de proximité. Aujourd'hui, hein, donc, bon, si je prends un peu le cas des hyperscalers, etc., bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans nos marchés, ils ont une présence, en tout cas en termes, disons, d'équipe assez faible, en fait. Et justement, nous, on comble ce gap-là. Donc, par deux aspects. Je peux revenir là-dessus en détail, mais bon, on comble ça parce que nous, on est présent. Donc, on a une présence locale et capable aujourd'hui de vous accompagner, donc, daily, aujourd'hui, sur toutes les phases de votre transformation digitale. Et la vraie souveraineté aujourd'hui, c'est que vous avez en face, en fait, donc, des équipes locales, donc des équipes africaines et de l'expertise locale qui est là. Et je parlais tout à l'heure, hein, donc ça, c'est une question peut-être un peu plus philosophique, en fait. Donc, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de réflexions autour de la souveraineté. Mais la souveraineté réelle, c'est vraiment notre capacité à réduire en tout cas les impacts, voilà, notamment liés à la géopolitique ou qui pourraient venir d'ailleurs. Et justement, nous, c'est ce qu'on offre en fait. Donc, une plateforme cloud résiliente, donc souveraine, mais justement opérée par des équipes locales avec de l'expertise locale qui sont là, capables de venir, voilà, donc dans vos bureaux, vous accompagner daily sur du design, sur de l'architecture, sur du support. Donc, on est un support qui est là avec des bureaux qui sont là, donc où vous pouvez venir. Et donc, voilà, ça, je pense que c'est un avantage, en tout cas un service supplémentaire donc, qui est là. Et je pense que justement, en fait, donc, c'est ce que l'écosystème local a besoin, quoi. Maintenant, c'est vrai que je pense que je peux enchaîner même sur la deuxième question, enfin, la question suivante, même si je pense que j'ai déjà répondu. Est-ce que le cloud de Sonatel est souverain? La réponse est clairement oui. Parce que comme je dis, en fait, donc, c'est vraiment des stacks technologiques dont la maîtrise est entièrement locale, en fait. Donc, tout est opéré ici, donc sur nos data, enfin, donc déjà sur la partie data center, dans laquelle, en fait, donc, tournent ces services-là, le data center déjà, c'est opéré par des agents de la Sonatel, donc des Sénégalais, que ce soit sur la partie électrique, etc. etc. Donc, il y a une autonomie totale là-dessus. Sur la partie service, pareil. Et sur toutes les briques qui ont été listées, que ce soit voilà, donc, sur les outils de réplication que nous utilisons, sur la partie hypervision, sur la partie SOC, le SOC, il est là dans nos locaux, voilà, donc, et tout est là, on a la main dessus, et pour moi, c'est vraiment ça la vraie souveraineté, quoi. Et justement, pour gérer aussi, en fait, et offrir la souveraineté à nos partenaires qui, pour des raisons X ou Y, hein, donc ont des ambitions, par exemple, d'être sur AWS ou qui étaient déjà, etc. C'est pour ça que l'idée était importante pour nous aussi, donc de nouer un partenariat qui permet, comme je le rappelais tantôt, donc de rapprocher vraiment la puissance de calcul
voilà, donc de AWS et surtout l'expertise qu'ils ont développée, mais en l'amenant en local, donc sur nos data centers, justement pour permettre à ceux qui ont ces problématiques de souveraineté aujourd'hui de pouvoir disposer de AWS, mais vraiment en local, quoi. Donc vraiment, l'enjeu souveraineté est quelque chose d'assez crucial dans la réflexion de tout ce qu'on met en place, parce que comme je le disais, aujourd'hui, c'est un aspect très important. On est dans une géopolitique voilà, donc qui est assez compliquée, et aujourd'hui, il faut pour toutes les entreprises, en fait, donc réduire le risque, en fait, d'être impacté par voilà, donc des problèmes qui pourraient survenir ailleurs. Et le seul moyen, enfin, en tout cas, le meilleur moyen, c'est justement entre acteurs locaux, donc de pouvoir travailler ensemble, que les opérateurs et les fournisseurs de cloud que nous sommes puissions proposer justement donc des services qui soient adaptés à votre besoin, donc en local, et que vous, acteurs aussi, vous puissiez justement collaborer avec nous, quoi. Donc voilà, pour répondre un peu à ces questions. Cyril, bon, si tu vas acheter des choses. Oui, non, mais en fait, je pense que tu as brossé l'essentiel. Hein, moi, je reviendrai sur 2 points. J'insisterai sur 2 points, effectivement. Le premier, c'est la partie réglementaire, notamment les banques aujourd'hui. Souvent, on nous contactait pour nous dire on a besoin de réimporter, de réintroduire en fait les données des clients au sein du pays dans lequel en fait ou bien de la zone économique ou de la zone géopolitique dans laquelle on opère, donc en général l'Afrique de l'Ouest pour le citer. Et aussi le deuxième point, c'est la partie accompagnement. Et aujourd'hui, voilà, je ne donnerai pas mon numéro de téléphone là, mais je veux dire aujourd'hui, si vous avez un besoin à n'importe quel moment, vous pouvez nous joindre et on sera présent, comme l'a rappelé Saloum, pour déjà répondre à votre problématique si vous avez un incident pour la partie support, mais aussi si vous avez vraiment une question, une problématique sur la partie architecture, sur la partie globale, comment migrer vers le cloud au sein de notre infrastructure, on peut vous accompagner. On a mis en place pas mal de cas de migration, de clients qui ont fait du move to cloud. On les a accompagnés. Ils avaient une infrastructure physique avec des serveurs, plusieurs serveurs. On les a mis en place dans leur data center, une infrastructure permettant de pouvoir travailler, convertir ces serveurs physiques en serveurs virtuels. Donc, on les a mis dans le cadre de cette migration. Puis, on les a accompagnés dans la migration vers le cloud. Il y en a maintenant, ils sont complètement full cloud. On a également une banque en Côte d'Ivoire qui est complètement digitale et tout son data center, toute son infrastructure de pré-production et de production se trouve actuellement effectivement dans notre cloud. Effectivement, et je rebondirai peut-être sur le cas de ce client-là qui est un bon use case aussi, hein, parce que comme le rappelait Cyril, en fait, donc pour les banques, de toute façon, voilà, donc le choix, il est vite fait. En fait, de toute façon, il y a une réglementation qui est là, qui impose que des données soient stockées en local. Et en combinant justement ces aspects, en tout cas cette contrainte réglementaire-là et nous, notre présence dans le secteur, justement pour apporter une réponse valide, c'est-à-dire des assets locaux, un cloud souverain, donc capable de proposer les mêmes services au même titre que les hyperscalers, on a permis à cette banque-là, justement, en un temps réduit, donc de pouvoir être opérationnel que s'il voulait être sur voilà, donc de l'infra traditionnel IT, c'est-à-dire avoir son propre data center ou ne serait-ce qu'une salle serveur, voilà, aller acheter des équipements, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la force du cloud et voilà, qui permet un peu ce genre de use case-là et justement réduire pour ce client-là, donc le time to market, quoi. Voilà. Awesome. Merci beaucoup en tout cas. Je pense que c'était la dernière question qu'on avait dans le chat. Et c'est un très bon timing. On vient d'atteindre les 45 minutes. Merci encore une fois à vous, Salou et Cyril, pour cette brillante présentation. Ça a été très intéressant. On a beaucoup appris. Également, ça nous a permis de décomplexifier un peu toutes ces notions de cloud, également comment la Sonatel opère son cloud. Merci à toute l'audience de votre présence aujourd'hui également. Et voilà, je pense qu'on peut terminer la session. Merci beaucoup. Merci à tous.
interventions et pour les questions. À nous revoir bientôt. Bye. Oui, voilà, n'hésitez pas. Merci.